Les Américains, mais pas seulement les Américains, les Français et surtout les Anglais. Ernest Bevin, travailliste, a des grandes responsabilités là-dessus. Le Portugal a été admis comme membre fondateur de l'OTAN en 1949. Alors c'est la guerre froide qui a sauvé les dictateurs ibériques. Et c'est pour cela que s'explique qu'à cette époque, 51, 2 ans après la guerre froide, que les Américains se sont obligés de parler, d'aller se refaire représenter qu'un chef d'État qui n'était pas chef d'État, mais enfin, il n'avait pas légitimité démocratique, mais il faisait les fonctions de chef d'État, est mort. C'est cela. Bien, on va voir qu'effectivement, c'est une trahison idéologique, parce que pendant la période qui précède, c'est-à-dire guerre d'Espagne et Deuxième Guerre mondiale, mais surtout guerre d'Espagne, Salazar et Carmona ont eu une attitude évidemment ambiguë. Pas ambiguë du tout. Ils sont mis de l'autre côté. Complètement à des alliés de Franco. Pendant la guerre d'Espagne. Pendant la guerre d'Espagne. Pas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, la guerre mondiale ambiguë, en effet. Alors, on va quand même, pour voir un petit peu Salazar, puisque cette émission, en dépit de votre présence, lui est consacrée, si j'ose dire, il y a un paradoxe, n'est-ce pas? On va voir un petit peu des images du Portugal au moment de la guerre d'Espagne et les rapports entre Franco et Salazar. Oui. C'est un document muet, donc on va le voir, il est très, très court, mais il est assez rare, on ne le connaît pas en France. Et peut-être vous ne le connaissez pas. Peut-être. La bataille d'Al-Jubarat, en France, on l'a oublié, peut-être, c'est une des victoires... 1383. Voilà, c'est à l'époque avant Jeanne d'Arc, pour dire les choses. 14e siècle. 14e siècle. C'est une des victoires du Portugal contre la Castille, qui voulait annexer le Portugal. Exactement. Et qui réussira en 1580, 200 ans plus tard. Ça n'a rien à voir avec le régime de Salazar, ni c'est l'histoire du Portugal. On va maintenant entendre un discours de Salazar qui, lui, est sonore. Senhor Presidente da República e Senhor Ministro da Marinha, oficiais e soldados, gentes do Minho e de Portugal. Faz hoje 10 anos, nesta mesma cidade, às ordens de Gomes da Costa, cujo otimismo e valentia quase não eram virtudes, porque brotavam espontaneamente da alma, como exigência da própria natureza, exército português desencadeara um movimento triunfante, sem luta, glorioso, sem sangue, porque na verdade a voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação. E começou a nova era. Eis agora o que se passou. Às almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Vous savez que Salazar a cette voix très fine, pareille une voix de femme. Et quand il criait un peu plus, c'était dissonant ce qu'il disait. C'était une voix très désagréable. Et vous avez vu qu'avec son traje, son chapeau, etc., que c'était le contraire d'un démagogue en train de parler pour les masses populaires. C'est là, ça montre Salazar. Ces images que nous avons vues, c'est 10 ans après cette révolution. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils étaient là en train de faire l'hommage au général qui a fait la révolution, Gomes da Costa. Et ce général, quelques mois après, a été déporté pour les Açores et emprisonné pour Carmona. Il est mort après. Et c'est seulement sa mort qu'ils ont essayé de rappeler l'histoire en tentant de dire qu'ils étaient tous la même chose. Ce n'était pas vrai. Bien sûr. Voilà. Donc voilà ce qu'on a pu voir concernant la guerre et son époque, la guerre d'Espagne. On va montrer maintenant un document où
en 41-42, où le Portugal cède des bases aux Alliés, et vous nous direz un peu quelle a été la politique de Salazar dans la Deuxième Guerre mondiale. À Lisbonne, acclamé par la population, d'importants contingents de troupes s'apprêtent à quitter la capitale portugaise pour les Açores. Depuis plus d'un an, le gouvernement du président Salazar s'est vu dans l'obligation de renforcer les garnisons de ses possessions de l'Atlantique, où les récents événements ont nécessité de nouvelles mesures de défense pour la sauvegarde de la neutralité portugaise. Mario Soares, nous savons que le Portugal a une alliance éternelle depuis plusieurs siècles avec l'Angleterre. Nous savons que pendant la guerre... 1254. 1254. Traité de Windsor. Voilà, depuis les Windsor, oui. Nous savons aussi que pendant la guerre d'Espagne, Salazar et Carmona étaient du côté de Franco. Quand la guerre a éclaté pour de bon, quelle a été l'attitude de Salazar? Très ambiguë. Nous avions cette alliance avec l'Angleterre et au début de la guerre, Salazar a demandé aux Anglais s'ils voulaient invoquer l'alliance pour quelque chose pour la guerre, à propos de la guerre. Et les Anglais ont dit que non, qu'ils voulaient que le Portugal soit neutre. Mais le Portugal quand même a donné quelques facilités pour le ravitaillement anglais. Ça veut dire a vendu des marchandises avec prix qui sont seulement payés à la fin de la guerre. Et en même temps, les Allemands réclamaient du Portugal aussi d'acheter du wolframio et des denrées alimentaires pour l'effort de guerre. Et Salazar les a vendus, mais en informant toujours les Anglais. Ça veut dire qu'il était là. Et il avait ce pacte ibérique qui est fait avec l'Espagne pendant et après la guerre d'Espagne. Il a toujours eu une grande distance vis-à-vis des Américains. Il n'aimait pas du tout les Américains. Jamais, Salazar, pendant toute son long consulat. Et cette position, à un certain moment de la guerre, a été difficile à maintenir. Parce qu'à un certain moment, il y a eu des exigences. Et une de ces exigences, c'est justement la concession des bases aux Açores, dans les îles des Açores. Et le Portugal a fait cela aux Anglais et aux Américains, et à la fin de la guerre a transformé cela, que nous sommes entrés dans l'OTAN, dans une base OTAN qui existe encore. Oui. Bien, nous sommes donc à la fin de la guerre, mais alors maintenant on va être avec Mario Soares. Quelle était la position que pouvaient avoir des jeunes gens que vous étiez, 20 ans, 25 ans, 30 ans? Nous avons été anglophiles d'abord pendant la guerre, furieusement anglophiles, toujours avec des manifestations pour la liberté et contre le fascisme ou contre la dictature, comme vous voulez. Et à la fin de la guerre, nous étions complètement convaincus, et nos ancêtres aussi, les vieux républicains et les autres, étaient tous convaincus que Salazar était fini, parce que la guerre a été vaincue au drapeau de la démocratie, comme disait Churchill. Mais il y a eu cette grande trahison. À la fin de la guerre, on pensait déjà dans l'avenir, peut-être avec raison, et les grands seigneurs du monde d'alors on pensait que la péninsule ibérique, c'est mieux comme ça avec des dictatures, s'ils ne causaient pas de problèmes parce que les communistes n'existaient pas. Alors avec un grand parti communiste en France, un grand parti communiste en Italie, la possibilité d'avoir une modification dans la politique européenne, dans le continent, vis-à-vis d'une position anti-occidentale, c'était bien. Alors ils ont trahi ses amis anglais, anglophiles, comme nous étions. Oui, d'ailleurs en Espagne c'est la même chose, c'est-à-dire que Franco a été sauvé par la guerre froide. Exactement. Puisque les Anglais voulaient des sanctions. Tous les deux sont sauvés, les dictateurs, pour la guerre froide. Voilà. Et à partir de 1949, ils avaient déjà droit de citer. Ils se disaient des démocrates. Ils ont changé un petit peu. Mais vous avez quand même été en prison. Moi, j'étais en prison en 1949 quand ils ont signé. Imaginez-vous comment je me sentais, moi, en 1949, en prison pour être démocrate. Donc vous avez 25 ans en 1949. Oui, oui.
c'est quand je me suis marié en prison à ce moment même. Et pour quelle raison on vous a mis en prison? Simplement parce que les partis socialistes étaient interdits? Non, il n'existait pas parti socialiste à cette époque, parce que j'avais milité dans le mouvement d'unité qui se sont formés après la guerre, mouvement légal pour essayer de faire des élections véritables, etc. Et j'ai été emprisonné comme activiste antifasciste, c'est cela, c'est tout. Alors, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que les mouvements démocratiques se développent en exil, souvent, n'est-ce pas? Oui. Ou en prison, ou en exil. Et que, malgré tout, on va voir une scène qui en témoigne, le régime garde une certaine popularité assez longtemps. Nous allons voir un document où il y a beaucoup de monde, n'est-ce pas? Oui. Pour le 25e anniversaire de la prise du pouvoir par Salazar. Mais vous savez que là, c'était toujours des manifestations organisées, comme se fait dans la dictature, et les gens vont payer pour cela et argumenter. Ça ne compte rien. Oui. S'il y avait une certaine popularité Salazar, il faisait des élections. On va quand même voir ce document. Oui. À Lisbonne, le Premier ministre portugais, le docteur Salazar, a été l'objet d'une imposante manifestation de fidélité de la part de son peuple. Officiers de la Légion portugaise, anciens combattants de la métropole et des colonies, associations civiles et militaires, ont défilé longuement devant le docteur Salazar, qui depuis un quart de siècle préside aux destinées de son petit pays. C'est le plus remarquable exemple, et sans doute le seul, de dictature pacifique qui puisse être cité dans le monde. Mario Soares, vous avez été sceptique quant à la spontanéité de ces manifestations. Et je sais de ce que je parle. Vous savez de quoi vous parlez. Alors on va faire un petit saut, encore 10 ans, lorsque depuis 61 déjà les colonies commencent à bouger, surtout en Guinée, n'est-ce pas, mais aussi en Angola, en Mozambique, et Salazar veut affirmer sa détermination de conserver les provinces, puisqu'on avait changé le statut, n'est-ce pas, de l'Empire. Alors on va voir ce document et vous me direz si encore, comme vous le pensez, c'est manipulé. Le camp de Kinkuzu, où les maquisards de l'Angola reçoivent une formation accélérée avant d'être intégrés dans l'armée nationaliste angolaise. Car les rebelles angolais